C'est quoi cette histoire de sperme féminin au Moyen-Âge? Au Moyen-Âge, le fonctionnement de la reproduction nous échappe. Et pour beaucoup, la femme n'est qu'une mère porteuse. Une GPA avant la GPA? C'est ça. Mais alors comment expliquer que les hommes virils ont parfois pour fils des garçons efféminés? Nous aborderons également le sujet des femmes viriles, mais surtout la responsabilité des femmes dans ces erreurs de la nature. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Alors, avant de commencer, il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, les femmes ne sont que des hommes ratés. Pour me faire mieux comprendre, si on note un être humain sur une échelle de 1 à 10, 10 sur 10, c'est l'homme viril. 1 sur 10, c'est la femme féminine. 5 sur 10, ce sont les intersexes parfaits. Presque erreur de la nature. Oui, car une vraie erreur de la nature, vous l'aurez compris, c'est une femme. Bon, si vous êtes un homme efféminé, vous restez un homme. Vous êtes au-dessus de la moyenne. Et si vous êtes une femme virile, vous gagnez des points, mais vous restez une femme. Vous n'atteindrez jamais la moyenne. Et selon Vincent de Beauvais, au XIIIe siècle, être un parfait homme est être le contraire d'une femme. Donc, on va voir des penseurs tels qu'Abelard qui vont essayer de concilier un antiféminisme spéculatif et un féminisme pratique. Parce que, on a quand même besoin des femmes pour se reproduire. Et pendant les derniers siècles du Moyen-Âge, toutes les représentations que l'on se fait de la femme et de la sexualité sera enrichie, voire remplacée par les sciences antiques, et plus particulièrement celle d'Aristote. En effet, cette dernière nous est revenue par les savants arabes. C'est d'ailleurs à cette même époque que les clercs vont se soucier du contrôle du monde des femmes. En effet, au vu de ces super nouvelles connaissances scientifiques ultra objectives, l'Église va se remettre en question et ouvrir des discussions pour théoriser la place des femmes et en particulier son rôle dans la conception. Et comme la femme est un être secondaire, son rôle dans la procréation ne peut être que secondaire. Mais à quel point? Et le débat qui va prendre une place centrale est l'existence ou non d'un sperme féminin. Un ovule? Tu es trop ouvert et progressiste, Trublion. Un ovule sous-entendrait qu'elle a un vrai rôle. Non, pour envisager cela, il faudra attendre Madame Descartes au XVIIIe siècle, qui évoque que la formation de l'embryon pourrait venir du mélange des semences des deux sexes qui ensemble servent de levain l'un à l'autre. Non, à la fin du Moyen-Âge, au mieux, on a Gilles de Roure qui, en 1267, dans son traité de la formation du corps humain, qui accepte que même si le sperme féminin existe, il est absolument inutile. Mais dans l'absolu, on a plutôt Thomas de Cantimpé qui pense que l'existence d'une semence féminine relève du mensonge. Et d'ailleurs, à part Hildegard de Bingen, aucun des grands savants ne semble constater qu'un enfant peut ressembler à sa mère. D'ailleurs, on peut constater ce changement de mentalité dans la société. Prenons la reconnaissance de la noblesse. Dans un de ses livres, Georges Duby nous faisait remarquer que, sans doute, dans la première partie du Moyen-Âge, la noblesse passait aussi par la mère. D'autres historiens ont même avancé l'idée que la noblesse passait avant tout par la mère, l'homme étant secondaire. Quoi qu'il en soit, à la fin du Moyen-Âge, c'est fini, la noblesse passe par l'homme. D'ailleurs, aux bâtards issus d'hommes bien nés, il est accordé les mêmes qualités qu'à leur père. Et en parlant de ça, petit apartheid, l'Église qui s'est battue pour instaurer la monogamie à l'encontre de la pratique de l'aristocratie romaine ou germanique, adepte de la polygamie, plus ou moins officielle, avec ce débat sur le sperme féminin, se tire une balle dans le pied en donnant une légitimité aux bâtards. C'est un peu comme le féminisme d'aujourd'hui. Tu as raison, Trublion. Et en plus, tu m'offres une parfaite transition. Si seul l'homme joue un rôle, comment se fait-il qu'un homme viril puisse avoir des hommes ratés?
Alors, selon Hildegard de Bingen, le problème se trouve dans le sperme de l'homme. Si son sperme est fort, il aura un garçon. S'il est faible, il aura une fille. Et si en plus d'avoir un sperme faible, il a pour épouse une mauvaise femme, alors il aura une mauvaise fille. Car pour elle, l'amour que se portent les parents l'un à l'autre définit la qualité morale de l'enfant. Attends, cela veut dire que si le couple ne s'entend pas, c'est forcément la faute de la femme? Oui, mais c'est la seule qui reconnaît que l'on peut avoir des qualités et que l'on peut être une femme bonne. Parce que pour tous les autres, si l'enfant est réussi, c'est grâce à l'homme, et s'il est raté, c'est à cause de la femme. Pour certains, plus l'enfant est porté du côté droit, plus il sera un 10 sur 10. Plus il est porté du côté gauche, plus il sera un nul, c'est-à-dire une femme. Et Guillaume de Conches va théoriser ce que je vous expliquais au début. L'homme est féminin et la femme virile. Robinson, est-ce là-dessus que s'appuient les transactivistes pour justifier la soi-disant existence des transsexuels au Moyen-Âge? Oui, mais c'est au mieux une incompréhension totale. Au pire, une torsion malhonnête de l'histoire. Ce qui est instauré avec cette nuance, c'est loin d'être l'acceptation d'une quelconque fluidité de genre. Non, à partir de cette époque, s'instaure une misogynie crasse qui va monter crescendo jusqu'au 19e siècle. Nous, femmes, à ce moment-là, on perd juste énormément. Alors revenons à Guillaume de Conches. Je vais passer les détails concernant les humeurs, les chaleurs, les sécheresses, selon qu'elles soient tournées vers l'intérieur ou l'extérieur. Ce qu'il en conclut, surtout, c'est qu'une belle femme blanche, plaisante, avec de l'allure, en plus d'être une nymphomane, ne pourra jamais donner naissance à un homme viril, quelles que soient les qualités de l'homme par ailleurs. En conséquence, il conseille aux hommes de se marier avec une femme noire. Noire? C'est-à-dire qui n'est pas blanche comme un cul, donc une femme noire et barbue. Barbu? Oui, comprendre poilu. En gros, une portugaise ou une espagnole? C'est ça. Et alors pourquoi? Eh bien parce qu'elle engendrera des garçons grands, beaux, forts. Ou dit autrement, choisissez votre femme en fonction de son patrimoine génétique, parce que votre enfant lui ressemblera. Car oui, quelles que soient les théories bidons que l'on pond, à la fin, la réalité biologique l'emporte.